Je m'excuse. Petit problème technique. Donc, je vous accueille tous au Boost Child Youth and Advocacy Center. Bonjour à ceux qui sont à l'ouest. Mon nom est Rachel Birnbaum. Je vais vous faire part de quelques petites notes d'intendance. Comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, pour les participants qui veulent pouvoir suivre la présentation en français, vous cliquez en bas à gauche et vous sélectionnez le français. Pour ceux d'entre vous qui voulaient suivre la présentation en anglais, vous pouvez tout simplement cliquer sur le mot floor. N'hésitez pas à télécharger les présentations en français ou en anglais. Si vous ne pouvez me voir, c'est parce que c'est une présentation audio uniquement. Je répondrai à vos questions à la fin, au cours des 5 dernières minutes du webinaire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer les questions. Vous allez dans la barre Outils, vous cliquez sur Messages, Participants, vous tapez votre question et j'y répondrai. Si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à me l'envoyer par courriel. C'est facile de me trouver au Collège universitaire de King's à l'Université de Western. Si vous regardez ce webinaire en groupe, merci d'indiquer le nombre de participants en cliquant sur le mot message et indiquer le nombre de participants. La présentation de ce jour est pour travailler et de comprendre les séparations avec des conflits importants. Il y a des défis et des opportunités. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, évidemment. Il y a aussi des opportunités avec les familles qui se séparent et qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide et qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide. Le but de cette présentation est afin de comprendre mieux la documentation relative aux familles dans les situations très conflictuelles, de comprendre bien les différents types de services et d'interventions possibles auprès des familles, qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Toutes les provinces et les différents territoires ont différents services pour les familles séparées, avec des séances d'information, des séances de médiation. Certains de ces services sont utiles et d'autres ne fonctionnent pas aussi bien pour certaines familles. Il est important aussi de comprendre que l'intervention précoce est une collaboration interdisciplinaire entre les professionnels de la justice est importante. Je crois fermement que ce ne sont pas seulement les travailleurs sociaux qui travaillent pour soutenir ces familles. On va définir certaines difficultés au niveau de la formulation même, le terme de situation très conflictuelle, croyez-le ou pas, il n'y a toujours pas vraiment de définition des situations hautement conflictuelles. De ce fait, il est difficile à évaluer, à identifier et de faire des interventions qui soient efficaces à ce moment-là, puisque nous n'avons pas une seule compréhension de ce que sont ces familles avec de grands conflits. Il y a aussi un manque de consensus concernant les facteurs prédictifs, que ce soit un manque de communication, la violence, que ce soit des pauvres aptitudes de résolution des conflits. C'est éparse au niveau de la des sciences sociales et des journaux juridiques. La terminologie, encore une fois, est incohérente au niveau des travailleurs pour les jeunes et pour les enfants. Ils peuvent avoir des difficultés et auront une définition des situations très conflictuelles diverses par rapport à un travailleur social ou, par exemple, un enfant refuse de rendre visite à l'un de ses parents. En finale, vous avez les parents, les avocats, les juges, ainsi que les prestataires de services dans la santé mentale utilisent ces termes avec certainement des définitions différentes, ce qui a bien sûr des conséquences négatives pour les parents, puisque tout le monde ne considère pas la même chose et n'a pas la même compréhension. De ce fait, ils ne sont pas à la même page. Quand ceci se passe, on parle de la
qualité de la relation après le divorce, qui est un facteur crucial afin que les enfants, la relation après le divorce, qui est un facteur crucial afin que les enfants et les parents puissent s'adapter. Quand il y a des situations hautement conflictuelles, nous savons qu'il y a des implications négatives quant à l'ajustement possible pour les enfants après la séparation. Quelles sont certaines de ces caractéristiques? Les parents sont souvent impliqués dans une procédure qui se prolonge depuis plus de 3 ans. Je sais, quand je fais des travaux privés, je reçois des cartons. Et dans ces cas-là, je sais immédiatement que je fais affaire avec une famille qui a des litiges très importants. Ils sont en plein principe impliqués avec de nombreux professionnels d'organismes, que ce soit les associations pour le bien-être de l'enfant, que ce soit la police, que ce soit d'envoyer les enfants, voire des praticiens de la santé. Il faut vraiment impliquer tout le monde. Souvent, les avocats sont congédiés. Ce n'est pas rare dans de tels cas où, par exemple, il y a des conflits et qu'un des parents a congédié son troisième ou quatrième avocat ou un professionnel de la santé mentale, par exemple, qui tente de les aider. Et c'est toujours le même problème. Quand vous commencez à entendre « Oh, vous êtes le seul professionnel qui m'ait jamais écouté », vous savez déjà que vous allez au-devant de gros problèmes. Ce n'est jamais un bon signe. Les juges aussi font des aiguillages au niveau des avocats parce qu'il y a de nombreux plaignants qui s'auto-représentent. Il y a aussi des préoccupations au niveau du parti pris possible du juge. Ce juge ne s'occupe que des femmes ou que des hommes, ou au niveau des doses de soutien pour les évaluations, pour la représentation juridique de l'enfant. Si vous avez la chance de vivre dans une province où il y a un programme de représentation pour les enfants, il y a aussi souvent des critiques au niveau de ces évaluations et de voir si les psychologues, les travailleurs sociaux ou les autres professionnels de la santé. Très souvent, on a des allégations répétées de violence envers les enfants. C'est vraiment une épée à double tranchant parce que on ne sait si ces allégations sont véridiques. Elles souvent ne peuvent être prouvées. C'est souvent un des parents qui est convaincu, formule des plaintes. Les enfants, bien sûr, vont faire les frais au niveau des implications négatives et au niveau de leurs besoins émotionnels. Si quelqu'un veut lire des articles intéressants par rapport à certaines des caractéristiques de ces familles, vous pouvez voir Johnson, qui est un sociologue en Californie. Il a vraiment bien défini les familles hautement conflictuelles dans les années 90. Donc, le libellé qu'il a utilisé est toujours utilisé au niveau professionnel. Et il y a de nombreuses dynamiques à ce sujet. Il y a à peu près 16 différentes études qui ont considéré ce sujet. Donc des familles avec des séparations très conflictuelles. Il y a eu des rapports de gouvernement en 2019. J'ai écrit certains de ces rapports avec mes collègues et je vous parlerai d'un outil que l'on a élaboré pour identifier plus efficacement certaines de ces familles. Vous pouvez voir en général, il n'y a pas eu de très nombreuses études qui ont été faites sur cette question. Et vous verrez, alors que je poursuis ma présentation, qu'il n'y a pas vraiment de façon vraiment fiable pour reconnaître ces familles et pour ensuite développer des interventions pour eux.
En 2010, on a fait une étude de la jurisprudence. On a considéré tous les cas juridiques qu'on a pu trouver. À ce moment-là, c'était 1988-2009 et on a trouvé seulement 500 cas. Je travaille en ce moment sur un projet avec l'Association pour le bien de l'enfant. Je travaille en ce moment sur un projet avec l'Association pour le bien de l'enfance et pour réexaminer les documents pour voir combien de fois ce libellé a été utilisé au niveau des différents parentaux et pour le bien-être des enfants. On a déjà doublé le montant de fois où on a trouvé cette définition. On pense souvent à la colère, à la méfiance, l'utilisation du système juridique pour une forme de revanche, en fait, contre l'autre partenaire. Et qu'il va y avoir peut-être des demandes de pas d'accès à l'enfant, des accès supervisés, et qu'en principe, ceci soit résolu en 3 à 5 ans. Cela ne vous semble peut-être pas très longtemps, mais d'un point de vue d'un enfant, c'est vraiment une éternité d'être impliqué avec les bagarres de vos enfants à votre sujet, surtout si vous êtes un jeune enfant. Et certaines de ces bagarres se poursuivent jusqu'à l'âge adulte de l'enfant. J'ai travaillé sur certaines études où on a un entretien avec un jeune adulte et il parle encore de l'implication de ses parents dans des litiges juridiques. Il y a aussi toute une gamme de problèmes juridiques. Dans 2 tiers des cas très conflictuels, ces cas sont bilatéraux et cela veut dire que les deux parties sont en guerre et présentent des troubles de la personnalité. Dans 1 tiers des cas, ils sont unilatéraux. Dans ce cas-là, il est important de soutenir plus le parent le plus raisonnable pour le bien-être de l'enfant. Le conflit n'est pas unilatéral, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelquefois la partie la plus perturbée qui va provoquer que s'il n'y a pas de professionnels impliqués avec cette famille, que l'enfant peut subir un stress important et que les associations de bien-être à l'enfance doivent être impliquées. Il faut vous considérer aussi combien les professionnels, les intervenants communautaires encouragent et perpétuent le conflit. Quelquefois, on empire la situation en donnant des conseils ou en envoyant les familles poursuivre certains services qui ne leur sont pas utiles ou, par exemple, on va préconiser pour un certain parent ou le rôle, ce qui est peut-être un rôle en thérapie, mais pas quand on fait une évaluation. Et c'est là le risque des experts de prendre parti, même au tribunal. Certaines des conséquences pour les parents, c'est bien sûr le bien-être émotionnel et psychologique qui déclenche des problèmes de parentage, puisqu'ils sont limités, ils ont des difficultés à rester à l'écoute de l'enfant, puisqu'ils sont toujours inquiets, ils sont toujours en train de penser à la prochaine action au tribunal. Il me faut m'assurer que je me surveille mon enfant et de ce fait, ils ne sont pas à l'écoute de l'enfant. Les enfants, bien sûr, subissent un stress extrême. Très souvent, cela aura des conséquences à l'école. Les garçons vont devenir, par exemple, extrêmement agressifs, que ce soit à la maison ou à l'école. Les filles perdent l'appétit souvent. Et très souvent, ces enfants aussi se sentent extrêmement coupables sans savoir quoi faire. Ils se sentent complètement impuissants par rapport à cette dynamique familiale. On va parler un petit peu des mythes et des réalités. Qui sont ces familles? Ce ne sont pas forcément, en fait, sont très à l'aise. Ils sont très capables de s'exprimer, ils ont accès à de nombreuses ressources. Comme je vous l'ai dit, ils congédient, ils embauchent les services de professionnels, d'avocats.
Ils sont habilités et ils sont déterminés, ils sont convaincus qu'ils sont victimes d'une injustice et que le système juridique va pouvoir leur donner raison. Ils se disent qu'ils vont parler au juge et que le juge saura exactement ce qu'ils veulent et le feront. Ce sont aussi des accros du conflit, pour être honnête. Ils vivent, ils respirent ce monde et ils recherchent toujours une raison pour créer un conflit. Et ils ont du mal souvent à considérer leur part dans les conflits. Ils s'impliquent autant que possible dans tout le système juridique. Les disputes au niveau des parents sont souvent le principal champ de bataille. Il est fort possible qu'il y ait des soucis au niveau de la violence domestique. Souvent, le père peut être accusé de violence familiale. Il peut y avoir des procédures au niveau de la protection de l'enfant. Les enfants aussi, les jeunes peuvent être impliqués avec la justice pénale. Ils peuvent aussi être impliqués au niveau du CRSEF, la Commission de l'immigration et des réfugiés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une situation extrêmement complexe qui doit vraiment impliquer des professionnels grands conflits, parce que c'est vraiment une crise du système, car les différents systèmes sont tous impliqués. Et si on ne peut aider ces familles à se remettre sur les rails, les enfants vont reproduire la même situation lorsqu'ils sont adultes. Les agences du tribunal de la famille servent de façon typique de point d'accès ou de premier point de service pour les parents qui vivent des différents parentaux. Et le personnel doit être vraiment formé pour pouvoir traiter une vaste gamme de problèmes et différents degrés de conflits. En Ontario, je sais qu'il y a très peu d'aide juridique, et je sais que c'est le cas aussi de part et d'autre du Canada, d'une côte à l'autre. Donc les familles arrivent au tribunal, elles sont en colère, elles ne comprennent pas comment fonctionne le système de la justice, les processus de demande, etc. Donc le personnel côte à l'autre. Donc les familles arrivent au tribunal, elles sont en colère, elles ne comprennent pas comment fonctionne le système de la justice, les processus de demande, etc. Donc le personnel doit faire face à ces personnes et c'est un défi pour le personnel juridique. En Suisse, les conflits ne sont pas toujours les mêmes et donc il faut pouvoir faire une différence entre des familles qui ont peu de conflits modérément ou qui sont à risque de conflits importants. Quelquefois, les conflits peuvent être confondus avec la violence familiale, mais ce n'est pas la même chose au niveau des familles qui se séparent et qui divorcent. Donc, il doit vraiment y avoir une évaluation au niveau des risques de la sécurité pour les parents, pour les enfants et aussi de l'équilibre des pouvoirs entre la victime et l'offenseur. Ceci a évidemment des implications au niveau des droits de garde, des prises de décision et bien sûr au niveau des bagarres, au niveau du droit de garde. Les personnels ne comprennent pas toujours la dynamique au niveau de la violence domestique. Il y a donc maintenant beaucoup de travail fait par certains de mes collègues, non seulement pour faire une différence entre la violence familiale et les familles avec des conflits importants, et aussi pour développer des pratiques sécuritaires quand on a affaire avec de telles familles. Donc, comme je vous l'ai dit, d'une part et d'autre du Canada, il y a différents services du gouvernement et qui sont plutôt linéaires au niveau de leurs prestations.
De ce fait, la famille va commencer avec le service qui est le moins perturbant et le moins exigeant. Ne se règle pas, à ce moment-là, ils amorcent le processus suivant. Selon cette méthode, chaque échelon de service successif est plus perturbant et directif que le précédent. La progression sera, par exemple, un programme d'information sur le divorce, une médiation, une évaluation, une investigation parentale, une conférence de règlement, qu'il y ait des enquêtes cliniques qui sont peut-être gérées par des conférences de règlement ou même un procès. Alors que certains de ces services qui sont classés du moins intrusif, du moins perturbant au plus perturbant, certaines familles ne bénéficient pas forcément de ces services, même s'ils sont excellents, comme la médiation, l'encadrement, les évaluations parentales, jusqu'au programme d'accès surveillé. Il doit y avoir une approche différenciée pour ces familles, plutôt que de mettre tout dans le sac. Il faut vraiment avancer doucement avec ces dossiers pour voir si les services sont vraiment utiles. Il y a aussi une façon de se dire, bon, c'est une famille extrêmement conflictuelle dès le début, donc il n'est peut-être pas utile de les faire passer par un encadrement familial ou une médiation. Peut-être que ce serait mieux de faire un procès immédiatement par souci d'efficacité. Donc, tous ces services ne sont pas forcément adaptés à tous les niveaux de conflit. Le plus perturbant, spécialisé. Donc, on ne fait pas vraiment un très bon travail au niveau du suivi pour nous assurer quel service fonctionne ou pas. Donc, les interventions vraiment efficaces peuvent, si elles sont inefficaces plutôt, cela cela crée un accroissement de la polarisation et un gaspillage de ressources. Et si la situation est vraiment sérieuse, on devrait plutôt faire une gestion de cas et un procès plutôt que d'essayer la médiation et l'encadrement pour les parents, puisque ces services et ces approches ne sont pas adaptés à de telles familles. Donc, on essaye de s'éloigner aussi du paradigme universel en voulant que tout conflit soit néfaste. Il y a aussi des conflits dans les familles qui ne sont pas séparées ni divorcées. Il nous faut fournir vraiment une fondation et qui ne sont pas séparées ni divorcées. Il nous faut fournir vraiment une fondation pour faire de meilleures évaluations afin de déterminer de meilleure façon les programmes de services. Il nous faut aussi améliorer et atténuer la guerre relative au sexe en utilisant vraiment des données, des histoires, au lieu d'utiliser seulement la rhétorique en se disant à qui est la faute. Il faut également élaborer des programmes d'intervention efficaces et mieux adaptés aux besoins particuliers des familles. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, la façon différentielle, c'est le triage qui permet, dans ce cas-là, d'aiguiller la famille vers le service le plus approprié. Il est important dans ce cas-là d'avoir des entretiens avec chacun des parents, de voir s'il y a la présence d'ordonnances de protection criminelle, s'il y a des problèmes de santé mentale, d'abus de substances, et aussi d'obtenir des renseignements sur des actions judiciaires, surtout si l'un des parents est impliqué dans d'autres procédures juridiques. À Toronto, on a le tribunal intégré de la violence familiale, par exemple, qui gère des cas de famille et pénal et au niveau des disputes familiales et des disputes au niveau des droits d'accès. Donc là, par exemple, on peut faire un triage quand il y a vraiment une violence familiale importante au niveau des différents familiaux. Il nous faut aussi rassembler des informations par rapport à notre capacité de communication vraiment et par rapport aux préoccupations.
concernant les compétences parentales. De ce fait, il doit y avoir vraiment une évaluation par rapport aux préoccupations concernant les compétences parentales. De ce fait, il doit y avoir vraiment une évaluation précoce par un professionnel de la santé mentale. En Alberta, par exemple, il y a vraiment d'excellents programmes pour les situations hautement conflictuelles qui a été développé justement pour ces familles. Ce programme fonctionne extrêmement bien par rapport à la violence domestique et par exemple un des enfants qui refuse de rendre visite à l'un des parents. C'est un point important pour différencier parce que les problèmes des relations parents-enfants s'aggravent en principe avec le temps vu que les parents et les enfants risquent de se retrancher sur leur position. De faire que les dossiers traînent un petit peu encore plus retranchés sur leur position et les situations vont être exacerbées par la procédure. Donc, encore une fois, une approche avec une évaluation pour une intervention précoce est importante. Les modèles de service, les objectifs d'apprentissage, il faut voir si les intentions d'un des parents par rapport à l'autre sont négatives ou non. S'ils sont aux tribunaux depuis 5 à 8 ans, évidemment, il faut insister sur un procès plutôt que de faire intervenir d'autres professionnels. Il nous faut aussi considérer les différents types de services qui ont été adaptés pour différents degrés de conflit. Comme je vous le disais, nous avons certains de ces services, mais pas assez qui permettent une réponse vraiment différente. Nous avons d'excellents services communautaires dans les provinces, dans les villes et dans les territoires de ce pays. Ce qui nous manque, c'est la possibilité de faire une très bonne évaluation au début du cas et pour voir vraiment, pour déterminer le niveau de conflit. Pour vous expliquer un petit peu plus ce que je pense de ces modèles. En Californie, il y avait un modèle de médiation axé sur l'impasse. Et c'était plus un modèle où les parents pouvaient s'asseoir, travailler avec des médiateurs et d'autres professionnels afin de dépasser le problème initial. C'était un type de modèle qui a été utilisé comme réponse différentielle pour certaines familles. Il y a aussi un autre modèle de service pour les familles hautement conflictuelles, un modèle rapide qui est assez similaire au programme de l'Alberta, c'est-à-dire que l'information vraiment cible les familles hautement conflictuelles. En Colombie-Britannique aussi et en Manitoba, il y a des évaluations ciblées et axées sur les besoins. Au Connecticut, ils ont développé, Robin George et ses collègues ont développé ce qui s'appelle Family Civil Intake Screen. Il y a donc, si pour les personnes qui voudraient obtenir une copie de ce cas, je serais ravie de vous l'envoyer. En Ontario, il y a plusieurs années, avec certains de mes conflits, nous avons développé cette échelle des dimensions du conflit des familles séparées. Pour cela, nous avons travaillé avec différents services de Toronto, que ce soit l'Association pour la protection de l'enfance, etc., afin d'affiner notre compréhension et afin d'annoter mieux pour déterminer les taux de conflit dans ces familles. Donc, ces programmes se développent doucement, ce n'est pas assez rapide pour les besoins de certaines de ces familles. Donc, le but, bien sûr, de ces interventions précoces, c'est de diminuer, gérer mieux le conflit des parents, de développer une relation saine pour les parents, les enfants, et de tenir les enfants à l'écart des interactions parentales difficiles. Ceci dit,
Je ne veux pas dire que les enfants ne devraient pas être impliqués du tout. Les enfants veulent en fait participer au processus. Ils veulent pouvoir en parler à quelqu'un. Je ne veux pas dire que les enfants ne devraient pas être impliqués du tout. Les enfants veulent en fait participer au processus. Ils veulent pouvoir en parler à quelqu'un, que ce soit par le rapporteur des enfants ou qu'il y ait des interviews faites de l'enfant quand il y a des médiations pour les parents ou qu'il y ait aussi une évaluation faite, que l'évaluateur parle à l'enfant qui puisse s'exprimer. Il existe aussi une gestion de conflits pour les parents. Comment est-ce qu'on peut gérer mieux la communication, la coopération? Comme certains d'entre vous le savez, la loi sur le divorce qui a été adoptée cette année et qui s'appliquera le 1er juillet de 2020. Donc, on ne parle plus de droit de garde et d'accès, mais on parle de programme de parentage et temps. Cela veut dire que l'on est des parentages partagés et ce n'est pas ce que disent les lois pour le moment. Il y a aussi de très bons programmes de parentage qui peuvent aider pour gérer mieux les situations de conflit et surtout pour tenter de mettre les enfants à l'écart, de les retirer de cette triangulation terrible pour eux et de leur permettre d'être entendus au cours du processus afin qu'ils aient ce sentiment d'être entendus et que leurs besoins sont entendus. Cela aide les enfants à développer des capacités d'adaptation aussi. Au niveau des innovations liées au système, comme je l'ai dit, il y a le tribunal intégré pour l'instruction des causes de violences familiales. J'ai d'ailleurs écrit certains articles à ce sujet. J'ai aussi fait certaines entrevues avec les victimes ou avec le coupable. Et là, ils parlent vraiment des conséquences, des effets sur les enfants et des services dont auraient besoin les enfants. Il y a aussi le coordinateur des instances judiciaires à Moncton. Il y a aussi des concertations au tribunal de la famille, surtout si la couronne et les services de protection de l'enfance sont conviés à assister en cas de procédure additionnelle. De ce fait, les tribunaux sont très au courant des différents recoupements dans ces cas et de l'importance des interventions précoces et pour ceci, ils ont besoin de l'assistance des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux pour les jeunes et les enfants. Quels sont certains des avantages de la collaboration? Cela améliorera certainement le travail et ne réglera pas le problème. On peut aller au tribunal, vous aurez une ordonnance, mais ensuite il n'y aura personne pour vous aider à mettre en place cette ordonnance ou pour améliorer les relations entre les parents afin que les enfants ne se sentent pas coincés entre la pierre et le marteau et l'enclume. Il est important qu'il y ait les pratiques, la recherche, les informations entre les disciplines, les partenaires communautaires, les milieux universitaires. Comme aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette présentation à vous tous qui êtes éparpillés d'une part et d'autre du Canada et de vous parler de cette collaboration importante et de travail de collaboration avec les décideurs, les législateurs. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec le département de la justice et le développement des politiques et j'ai développé un curriculum pour les sociétés hautement conflictuelles et j'ai voyagé dans le pays pour le présenter un petit peu comme je le fais aujourd'hui avec vous. Je pense qu'il est important de continuer d'informer les professionnels impliqués, de bien faire comprendre qu'il est important que nous collaborions pour améliorer les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, en Ontario, cela a bien fonctionné. Nous avons eu plusieurs forums au niveau des familles hautement conflictuelles. Nous avons 35 à 48 agences, 35 à 48 agences se rassemblent et les travailleurs vont parler des problèmes auxquels ils sont confrontés.
Donc, on a pu tisser des liens et puis dans ces cas-là, il est mieux de travailler avec des avocats qui représentent les parties, avec les sociétés d'aide à l'enfance. Comme je vous l'ai dit, nous faisons un projet important qui a été financé par la Love Foundation pour le bien-être de l'enfant et on travaille pour ceci avec des professionnels de la santé pour savoir comment mieux travailler avec ces familles, surtout quand il y a des accusations, des allégations de mauvais traitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là avec ces familles? De dire on n'a pas pu vérifier les allégations ne répond pas, ne donne pas de solution non plus. Nous devons également mieux travailler avec les thérapeutes. Les thérapeutes sont vraiment très bien quand on le fait de façon individuelle, en conseil, mais quelquefois les thérapeutes voudraient être préconisés pour le parent et les thérapeutes sont vraiment très bien quand on le fait de façon individuelle, en conseil, mais quelquefois les thérapeutes voudraient être préconisés pour le parent et finissent par développer plus de difficultés pour le parent au final. Il nous faut aussi travailler mieux avec les centres d'appui et les spécialistes pour les enfants et les centres d'appui aux enfants et à la jeunesse dans tout le pays. Comment est-ce qu'on peut faire que vous soyez tous impliqués avec les professionnels de la santé mentale au niveau de votre évaluation? Parce que vous allez voir les mêmes familles, les mêmes jeunes, et vous saurez bien sûr qu'il y a des procédures judiciaires qui se passent, que les associations de protection de l'enfance sont impliquées. Comment est-ce que vous pouvez vous impliquer également? Je vais vous parler et faire un petit peu un résumé des différents cheminements. Il est de plus en plus reconnu que les interventions n'ont pas toutes le même effet dans l'ensemble de systèmes de justice familiale. Quand vous êtes un enfant, cela dépend d'où vous vivez, dans quelle province ou dans quel territoire, parce que tous n'offrent pas les mêmes services. Et cela, bien sûr, est un défi pour les familles, parce qu'une famille en Alberta ne devrait pas être traitée différemment par le service judiciaire qu'une famille qui est au Saskatchewan, au Manitoba ou en Terre-Neuve ou au Labrador. Ces familles qui sont similaires ont besoin et devraient bénéficier des mêmes services, mais ces services ne sont pas disponibles dans tout le pays. L'évaluation précoce et les méthodes ciblées aident à différencier les services en fonction des besoins. Donc, encore une fois, on se concentre sur le besoin. Toutes les familles aussitôt que possible. Peut-être dont ils ont besoin. Cette famille avec laquelle vous avez affaire, c'est peut-être un programme de parentage ou un médiateur. Ensuite, les méthodes différentielles s'annoncent plus efficaces et semblent permettre d'optimiser des ressources limitées de part et d'autre du pays. Donc, il y a de grandes variables au niveau des avis des professionnels et quels services sont vraiment utiles ou non. Il y a beaucoup de variations quant à savoir ce qui est important pour obtenir de bons résultats, surtout pour les enfants. Les interventions qui sont fondées sur des expériences individuelles et sur l'espoir plutôt que sur de l'information empirique. Le risque dans ces cas-là permet de donner des recommandations, par exemple de ne pas dire du mal d'un des parents, mais comment est-ce que vous pouvez dire du mal d'un des parents, mais comment est-ce que vous pouvez surveiller, évaluer et faire le suivi par rapport aux recommandations. Je suis une proponente vraiment des suivis dans tous les cas. Donc la génération prochaine au niveau de la recherche
doit se fonder absolument sur les approches interdisciplinaires, de faire le lien entre les pratiques et les politiques. Voici la fin de ma présentation pour ce jour. Je vais maintenant arrêter et fermer ma présentation PowerPoint. Je serai ravi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous faire parvenir des articles pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés dans certaines de ces recherches. Moi, je vais arrêter de vous parler maintenant et je vais me concentrer sur les questions. Rachel, you'll also need to unmute your microphone. Sorry. The PowerPoint is available through Boost. Le PowerPoint est disponible par Boost. Si vous souhaitez obtenir des articles en sus, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Faites-moi savoir quels sont les articles que vous souhaiteriez recevoir plutôt. Tammy me demande quelle est la source pour faire les aiguillages. Les agences doivent trouver la solution. En principe, cela commence à l'admission en fonction des fonctionnements des différentes agences. Alors que je peux vous envoyer un des modèles d'évaluation au niveau des aiguillages. Mais une fois qu'il y a un aiguillage de fait, il faut diriger les familles vers les services et ces services devraient être disponibles dans toutes les villes. Donc ce serait bien que les agences se mettent à travailler les unes avec les autres afin de pouvoir fournir ces services. Je vais voir s'il y a d'autres questions. De nombreuses personnes demandent le document. Je ne sais pas à quoi ils font référence. Si vous parlez des articles, je serais ravi de vous les envoyer. Il vous faudrait me dire quel article vous souhaitez. Est-ce que c'est les documentations par rapport aux situations hautement conflictuelles ou ce sont les articles concernant les différents modèles et programmes? Voilà. C'est tout au niveau des questions, je crois. Nombre d'entre vous demandez les documents, donc je présume que ce sont les articles. Et encore une fois, je serais ravi de vous les envoyer. Si vous pouvez me faire parvenir un courriel et je vous ferai parvenir tout cela dès que possible. Je ne suis pas certaine qu'il y ait d'autres questions. Il est seulement moins le quart. Donc nous avons encore 15 minutes de disponibles si vous voulez poser des questions au sujet de la présentation PowerPoint. Donc, pour savoir comment mieux comprendre les situations hautement conflictuelles, comment améliorer l'aiguillage vers les services. Je pense que Boost aura la présentation PowerPoint sur YouTube. Donc, vous verrez la présentation sur YouTube ainsi que la présentation audio. Nathalie demande les outils, les documentations au niveau des conflits. Nathalie, si vous m'envoyez un courriel, je serai ravie de vous envoyer ces documents ainsi que les outils dont j'ai parlé. Quand est le meilleur moment pour faire suivre une thérapie? C'est une bonne question. Pour moi, le plus tôt est toujours le mieux, même avant, même quand les parents pensent seulement à la séparation.
Et ils se posent peut-être des questions, comment on va le dire aux enfants, comment on va leur apprendre. Peut-être qu'ils ont besoin de soutien juste pour cela. Le plus tôt, le mieux. Des enfants qui ont des difficultés à l'école, cela montre que c'est déjà trop tard au niveau de la thérapie. Voici, je rentre le courriel de Rachel alors que nous parlons. Voici mon courriel. Voici mon courriel. La présentation ne peut être téléchargée. Je vois, quelqu'un m'a écrit. La présentation sera sur YouTube. Vous pouvez envoyer un courriel à Pearl. Elle vous enverra une copie. Elle vous l'enverra plus tard. Si vous voulez m'envoyer un courriel, je dis que vous pouvez télécharger les diapositives maintenant. Vous pouvez télécharger, alors, même quand je fais la présentation, vous pouvez aller sur l'icône Documents. Une autre question, est-ce qu'il est prudent si un enfant commence à suivre de la thérapie alors qu'il y a des procédures juridiques avec les enfants? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par sécuritaire prudent. Les enfants ont besoin de parler. Souvent, si un enfant voit un thérapeute, ensuite ils vont comprendre qu'il y a des procédures et que le thérapeute va devoir écrire. Souvent, si un enfant voit un thérapeute, ensuite ils vont comprendre qu'il y a des procédures et que le thérapeute va devoir écrire un document pour l'un des parents qui veut le remettre à son avocat, etc. Alors que l'autre parent va dire « Oh mon Dieu, mon enfant suit de la thérapie alors que je ne suis pas au courant ». Les enfants ont vraiment besoin d'avoir un espace sécuritaire pour pouvoir parler, s'ouvrir. Et c'est quelque chose sur lequel les agences doivent se pencher au niveau des conseils juridiques et de savoir les informations qu'ils ont le droit de partager ou pas. Vous avez raison. Est-ce que c'est sécuritaire quand on sait qu'on peut être appelé en témoin au procès et qu'il faudra montrer ces dossiers? Dans ce cas-là, la question est comment est-ce que aussi sont conscients et ne veulent pas vraiment impliquer les enfants qui, dans ces cas-là, ce n'est pas un espace sécuritaire, bien sûr, pour l'enfant, parce qu'ils vont tout entendre et ils vont comprendre qu'ils n'ont aucun droit à la confidentialité. Cela créera d'autres problèmes pour les enfants. Donc, il y a du travail à faire pour les agences, les avocats des parents, si ils ont des avocats et que les parents n'essayent pas de se débrouiller tout seuls. Les enfants ont besoin d'un endroit sécuritaire où ils peuvent s'ouvrir et parler de leurs soucis et de leurs questions. L'implication avec ces familles hautement conflictuelles, très souvent, c'est après l'implication de l'Association pour la protection de l'enfance ou la police. Comme les différentes agences ont différents mandats, différentes règles au niveau de la confidentialité et de l'information. Donc, on a un petit peu l'impression que la main droite et la main gauche ne sont pas
coordonnée, que ce soit l'évaluateur qui gère la famille ou que ce soit quelqu'un qui peut rassembler tous ces différents professionnels pour comprendre et résoudre la situation. En final, les enfants ont besoin d'aide quand les parents ou un des parents s'implique dans un processus conflictuel et qu'il y a des conséquences tellement négatives pour les enfants. Si les tribunaux sont impliqués, qu'il y a, on espère, une évaluation de fait, les provinces, les territoires ont différents évaluateurs gouvernementaux qui fournissent ces services. Et ces services sont gratuits. Et ils devraient gérer ces familles et rassembler les différents systèmes de services et de soutien. Comment est-ce qu'un évaluateur est assigné avec une certaine famille hautement conflictuelle? Cela dépend s'ils sont impliqués dans le système juridique. Chaque tribunal a des réglementations qui expliquent que chaque famille peut demander à un psychologue, un psychiatre d'être impliqué pour faire une évaluation parentale. Le parent va divulguer les informations. C'est en Ontario. Il y a des lois qui permettent aux tribunaux d'impliquer les experts dans des situations hautement conflictuelles. Donc, l'un de vous a pu déjà être une ressource collatérale. Donc, déjà. Et qu'on vous ait posé des questions sur l'état de l'enfant, comment il se portait. Il y a différentes législations avec différents noms dans les provinces et les territoires. J'ai certains de ces documents et si vous ne le savez pas, je serais ravi de vous donner la loi exacte dans votre province ou dans votre territoire. Il y a aussi de nombreuses provinces qui ont des avocats pour les enfants, les territoires du Nord-Ouest, Québec, Ontario, et je crois que bientôt il y en aura un en Colombie-Britannique. Les sociétés des protections à l'enfance, il y a aussi des avocats pour les enfants en Alberta. J'espère que je réponds bien à toute votre question. Mais vous avez tous raison en vous disant qu'est-ce qu'on fait avec ces familles. On pourrait faire plus que ce qu'on fait actuellement. Le problème, c'est que nous ne communiquons pas encore les uns avec les autres. C'est pour cela que l'évaluateur, surtout s'il y a une ordonnance de tribunal, qu'il faudra avoir des réunions tous ensemble. Et que les agences qui sont impliquées avec ces familles devrait demander aux parents qu'ils signent cette autorisation de transfert, d'échange d'informations afin que les agences puissent parler, surtout au niveau de l'enfant. Qui est en meilleure position pour évaluer, pour mettre en place toute la collaboration. Souvent, c'est l'évaluateur. Si l'enfant suit une thérapie, cela sera peut-être utile de demander aux parents de signer une autorisation de partage de l'information afin que les différents professionnels puissent obtenir les informations et avoir une meilleure idée de l'image d'ensemble. Cela dépend encore de votre rôle et de vos responsabilités par rapport à cette famille. Si c'est déjà au tribunal, dans ces cas-là, c'est l'évaluateur qui sera en meilleure position. Et au tribunal, dans ces cas-là, c'est l'évaluateur qui sera en meilleure position. Si vous avez d'autres questions,
Vous me les envoyez par courriel. On vient de m'apprendre qu'il me reste 4 minutes. Je vous remercie pour votre attention et je remercie les personnes qui ont pris le temps d'écrire les questions. J'espère que j'y ai bien répondu. Et sinon, vous avez mon courriel. N'hésitez pas de m'écrire et je serai ravie de vous faire parvenir ces articles. Quelqu'un a dit, c'est vraiment utile d'apprendre que certaines juridictions ont des mêmes programmes et des réponses par rapport à ce que nous avons. Oui, ces situations hautement conflictuelles sont vraiment difficiles si vous vivez à Cap-Breton, Nunavut, Colombo, familles avec lesquelles c'est vraiment difficile de travailler. Ça, c'est sans doute. J'aimerais faire une présentation non seulement au niveau des défis, mais des opportunités de travailler avec ces familles. J'espère que c'est bien ce que je vous ai montré aujourd'hui et que ces opportunités aideront les enfants dans tous les cas. Sur ce, je vais terminer la séance aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous.